Tout le monde croyait connaître Tina Turner. La guerrière invincible. La reine du rock. La femme qui, après avoir survécu à l'enfer, avait enfin trouvé le paradis au bord d'un lac suisse, dans une maison silencieuse, avec un mari discret, loin des projecteurs. Et pourtant, ce que son mari a fini par laisser entendre après sa disparition, c'est que même ce paradis avait un prix. Un prix que Tina a payé en secret, jour après jour, loin des scènes, loin des caméras, loin de nous. Parce que oui, Tina Turner a connu la gloire. Les récompenses. Les tournées gigantesques. Les stades. Les applaudissements qui te traversent le corps comme une vague. Elle a remporté 8 Grammy Awards. Elle a marqué plusieurs générations. Et quand elle est partie, le 24 mai 2023, à 83 ans, le monde entier a eu l'impression qu'une époque s'éteignait. Mais derrière l'icône, il y avait une femme. Une femme qui a porté deux vies en elle, celle que le public adorait, et celle que personne ne voyait. Et c'est précisément là que tout se joue. Car le plus grand paradoxe de Tina, c'est que sa liberté a été gagnée à main nue, mais que son corps, lui, n'a jamais vraiment cessé de payer la facture. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire complète. Pas celle des affiches et des tubes. Celle des ruptures. Des abandons. Des humiliations. Des renaissances. Et de ce que son mari, Irwin Bach, a fini par confirmer à demi-mot, les rumeurs sur ces dernières années n'étaient pas des rumeurs, c'était sa réalité. Et si, à un moment de cette histoire, vous sentez que quelque chose vous serre la gorge, dites-moi en commentaire ce que ça vous fait. Parce que certaines vies ne se racontent pas, elles se partagent. Tout commence loin des paillettes. Bien avant Tina Turner, il y a une petite fille au Tennessee, née le 26 novembre 1939, à Nutbush. Elle s'appelle Anna Mae Bullock. Un nom simple, presque invisible, comme si le destin lui-même n'avait pas encore décidé qu'elle serait gigantesque. Elle naît dans une Amérique rurale où la terre colle aux mains, où les journées se mesurent au soleil et aux récoltes. Ses parents travaillent comme métayers. L'enfance d'Anna Mae, ce n'est pas des jouets brillants, c'est le coton, les champs, la fatigue. Les odeurs de poussière chaude. Les vêtements qui gardent la transpiration. Le silence des adultes qui n'ont pas le luxe de rêver. Et puis, la guerre arrive. Quand la Seconde Guerre mondiale bouleverse le monde, elle bouleverse aussi cette famille. Les parents partent travailler ailleurs, dans une usine de défense. Et dans cette décision, il y a une fracture, ils laissent derrière eux leurs enfants. Imaginez la scène. Une petite fille qui voit les adultes préparer des valises, serrer des mains, dire on revient bientôt, et qui, au fond, comprend déjà que bientôt peut durer une éternité quand on est enfant. Anna Mae se retrouve chez des grands-parents stricts, très religieux. Et elle est séparée de ses sœurs. Ce n'est pas juste une séparation géographique. C'est une séparation émotionnelle. Une coupure dans le cœur qui va devenir une habitude. Quand elle commence à aimer, quelque chose s'arrache. Et le pire, c'est que ce n'est que le début. À 11 ans, l'événement qui la marque pour la vie survient, sa mère disparaît. Du jour au lendemain, sans prévenir. Elle quitte la maison, fuit une relation violente, s'en va à Saint-Louis. Et laisse les enfants derrière. Pour beaucoup, ce mot abandon semble abstrait. Pour un enfant, c'est une condamnation. Parce que l'enfant ne se dit pas, elle souffrait. L'enfant se dit, c'est moi le problème. Anna Mae grandit avec cette sensation terrible, ne pas être choisie. Ne pas être gardée. Ne pas être aimé assez pour qu'on reste. 2 ans plus tard, son père refait sa vie, et il recommence le même geste. Il déménage, il part, il laisse les enfants. Encore une fois. Comme si leur présence était un poids qu'on peut déposer chez quelqu'un d'autre. Alors Anna Mae devient ce que deviennent souvent les enfants qui n'ont pas de filet, elle devient solide trop tôt. Elle travaille. Elle se débrouille. Elle se construit une carapace. Et dans sa tête, sans même l'exprimer, une idée s'imprime, je ne compterai que sur moi. Et vous, si vous aviez grandi avec 2 abandons comme ça, est-ce que vous auriez encore confiance dans l'amour? Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime maintenant. Pas pour l'algorithme. Pour cette petite fille qui n'a pas demandé à être forte, mais qui n'a pas eu le choix. À l'adolescence, d'autres coups arrivent. Un accident de voiture emporte des proches. La mort se rapproche, s'installe comme une ombre dans le décor. Puis sa grand-mère meurt. Et au milieu des funérailles, elle revoit sa mère. C'est une image presque irréelle. La femme qui est partie revient au moment où l'on enterre celle qui est restée. Sa mère lui propose alors de venir vivre à Saint-Louis. Anna Mae n'a pas vraiment le choix. Elle suit. Elle quitte le Tennessee, quitte les habitudes, quitte le connu, et arrive dans une ville plus grande, plus bruyante, plus dangereuse aussi, mais où une chose existe, la musique. Saint-Louis, c'est des clubs. Des néons. Des portes qui grincent. Des basses qui vibrent dans le ventre. Et Anna Mae, encore lycéenne, y va avec sa sœur, parfois juste pour sentir qu'il existe un autre monde que celui des départs. Une nuit, au Manhattan Club, son destin se présente.
Sur scène, un groupe, une énergie brute. Et un homme, Ike Turner. Ce nom, plus tard, deviendra synonyme de gloire et de terreur. Mais ce soir-là, Anna Mae ne le sait pas. Elle sait juste qu'elle est hypnotisée. Elle veut chanter. Elle veut exister. Ike ne veut pas vraiment de chanteuse dans son groupe. Elle insiste. Il refuse. Elle insiste encore. Jusqu'à cette nuit où, pendant une pause, elle fait quelque chose d'inimaginable. Elle monte sur scène, attrape un micro, et chante. Elle chante comme si elle était en train de sauver sa propre vie. Et peut-être que c'est exactement ce qu'elle fait. La salle se fige. Les regards se tournent. Et Ike comprend, en une seconde, qu'il vient de trouver une arme. Car la voix d'Anna Mae est une voix qui ne ressemble à aucune autre. Rugueuse, chaude, profonde. Une voix qui ne demande pas la permission. Elle devient chanteuse régulière du groupe. Et là, deuxième mystère, comment une fille aussi fragile intérieurement peut-elle devenir aussi explosive sur scène? Parce que c'est là que Tina se fabrique. Au début, elle n'est pas Tina Turner. Elle est Little Anne. Elle apprend. Elle observe. Elle se façonne. Et puis la vie, encore une fois, la frappe avant même qu'elle ait fini de grandir, elle tombe enceinte. Le père est Raymond Hill, saxophoniste du groupe. Lorsqu'elle l'annonce à sa mère, la réaction est glaciale. Sa mère la met dehors. Encore un abandon. Anna Mae se retrouve à vivre chez Raymond, dans la même maison qu'Ike Turner. Et vous voyez le piège se refermer? Une jeune femme rejetée par sa famille. Mère célibataire. Sans argent. Sans refuge. Et au milieu, un homme plus âgé, puissant, charismatique, qui contrôle la musique, et qui commence, doucement, à contrôler aussi la vie autour. Elle accouche de son fils, Craig. Puis Raymond disparaît. Il part. Il ne revient pas. Et Tina, parce qu'elle n'est pas encore Tina, comprend une leçon atroce. Même quand tu donnes la vie, on peut encore te laisser seule. Elle se raccroche à la musique. C'est là qu'arrive le moment clé, une séance d'enregistrement où la chanteuse prévue ne se présente pas. Anna Mae est là, en choriste. Elle propose de chanter. Ike accepte, à moitié. Il pense qu'il remplacera sa voix plus tard. Mais quand elle chante, on ne peut plus la remplacer. Le titre devient un succès. Et Ike fait un geste qui, sur le moment, peut sembler banal, mais qui annonce la suite, il lui donne un nom de scène. Tina Turner. Un nom qui sonne comme une promesse, et comme une possession. Parce que, derrière, Ike verrouille ce nom. Comme si, déjà, il voulait s'assurer que même son identité ne lui appartiendrait pas entièrement. Et c'est là que la romance commence. Pas comme dans un film. Pas comme dans une chanson. Comme un glissement. À une fête, Tina se retrouve dans la chambre d'Ike pour fuir un homme insistant. Ike est là. Et à partir de ce moment, leur relation devient intime. Sauf qu'Ike a un détail, énorme, il est déjà engagé ailleurs. Et cette infidélité initiale n'est pas un accident. C'est un système. Le groupe devient Ike et Tina Turner revus. Ils tournent partout. Les Ikeettes dansent. Tina électrise le public. Ike dirige, impose, orchestre. Sur scène, elle est un ouragan. En coulisses, elle commence à devenir une prisonnière. Le public voit des perruques, des robes, des jambes interminables, des chorégraphies. Mais ce style n'est pas qu'un choix esthétique. Tina se cache. Elle a des complexes. Elle se trouve mal fichue, pas assez belle. Elle se croit bizarre. Alors elle se transforme. Elle se fabrique un personnage plus grand que nature. Et ce personnage devient une armure. Sauf qu'une armure, ça protège, mais ça isole aussi. Ils ont un fils ensemble, Ronnie. La maison se remplit, Craig, Ronnie, et les enfants d'Ike qu'elle élèvera aussi. Une famille en apparence. Mais Ike n'est pas un mari. C'est un empire, et Tina en est la vitrine. Le premier grand signal de cauchemar arrive avec un mariage au Mexique, organisé dans une atmosphère qui n'a rien de romantique. Et très vite, la violence apparaît. Pas une violence de dispute. Une violence de domination. Des coups. Des humiliations. Des scènes où Tina doit monter sur scène juste après avoir été frappée, avec le visage gonflé, la lèvre abîmée, le regard qui brûle. Et là, posez-vous une seconde cette question. Comment fait-on pour sourire, danser, chanter, quand, à l'intérieur, on est en train de se briser? C'est ça, le cœur de Tina Turner, la femme la plus puissante sur scène, et la plus seule en dehors. Ike, lui, s'enfonce. Drogue. Infidélité publique. Contrôle. Crise. Et Tina, enfermée dans ce système, commence à comprendre qu'elle n'est pas une épouse, elle est une propriété. En 1968, elle fait une tentative de suicide par overdose. Et paradoxalement, ce moment au bord du vide lui donne quelque chose de rare, de la lucidité. Elle comprend qu'elle va mourir si elle reste. Pas forcément par un coup direct. Mais par épuisement. Par usure.
par extinction lente. Si vous êtes encore là, écrivez simplement je suis là en commentaire. Parce que ce passage-là, c'est le moment où beaucoup auraient disparu. Elle va se relever. Le monde, lui, célèbre leur succès. 1971, Prou Marie explose. Ils reçoivent des récompenses. Tina devient une star planétaire. Mais chez elle, le succès n'est pas une fête. C'est une cage plus dorée, donc plus difficile à quitter. Car partir, maintenant, c'est quitter l'argent, le groupe, les contrats, les menaces, et même le nom. Et pourtant, elle prépare sa fuite. Le moment le plus brutal arrive en 1976, dans un hôtel, lors d'une tournée. Une dispute dégénère. Ike la frappe. Et Tina, à cet instant, comprend que si elle ne part pas maintenant, elle ne partira jamais. Elle s'enfuit. Elle sort, ensanglantée, presque sans argent, avec quelques pièces et une carte de crédit. Elle traverse le hall, comme un fantôme. Elle marche dans la nuit comme on marche hors d'une tombe. C'est une scène qu'on devrait enseigner dans les écoles, la liberté ne commence pas avec une victoire. Elle commence avec un pas tremblant. Elle demande le divorce. Et là, le monde croit qu'elle est sauvée. Mais non. Parce qu'après la fuite, il y a l'après. Et l'après, c'est souvent la partie la plus difficile. Tina se retrouve avec des dettes, des procès, des contrats annulés, une réputation d'artiste compliquée, et l'industrie musicale qui la regarde comme une relique. Une femme noire. Plus de 40 ans. Dans un milieu qui adore les jeunes visages et jette les autres. Elle survit avec ses enfants, presque sans rien. Elle accepte de jouer dans des hôtels, des cabarets, des salles minuscules. Et pourtant, elle tient. Ce qui la tient, à cette époque, c'est une chose inattendue, la spiritualité. À Los Angeles, elle découvre une pratique qui va l'aider à reprendre le contrôle de sa tête quand tout le reste est hors de contrôle. Elle chante, elle médite, elle s'accroche à l'idée qu'elle peut transformer son destin de l'intérieur. Qu'on y croit ou pas, ce qui compte, c'est les faits. Tina retrouve un centre. Et quand une personne qui a survécu à l'enfer retrouve un centre, elle devient dangereuse pour le passé. En 1978, le divorce est finalisé. Elle ne demande pas des palais. Elle ne demande pas la vengeance. Elle demande surtout une chose, garder son nom. Tina Turner. Ce nom, c'est son arme. Son drapeau. Sa revanche. Et maintenant, elle a une obsession, prouver qu'elle n'était pas seulement la femme de. C'est ici que commence l'un des plus grands retours de l'histoire de la musique. Début des années 80, les clips arrivent, la télévision musicale change les règles. Tina comprend qu'il faut se réinventer. Elle change de son, de direction, de stratégie. L'Europe l'accueille mieux que l'Amérique, et elle reconstruit sa légende à partir de là. 1984, Private Dancer. Et là, tout explose. L'album devient un phénomène mondial. What Has Love Got to Do With It envahit les radios. Tina Turner, à plus de 40 ans, devient l'une des plus grandes stars de la planète. Imaginez la revanche, l'industrie qui la regardait comme finie, se met à courir derrière elle. Et c'est dans ce moment-là, au sommet, qu'elle révèle un autre paradoxe, elle ne se voit toujours pas comme une déesse. Elle doute de son corps. Elle se critique. Elle se trouve mal faite. Vous voyez ce que l'abandon fait à une personne? Même quand le monde entier te crie tu es magnifique, la petite fille intérieure continue de demander, oui, mais est-ce qu'on va rester? Si cette renaissance vous donne des frissons, abonnez-vous maintenant. Pas pour collectionner des abonnés. Pour ne pas rater les histoires de ces êtres humains qui ont survécu à ce qui aurait détruit n'importe qui. Puis, au milieu de ce tourbillon, un événement qui semble petit, mais qui change tout. En 1986, à l'aéroport de Londres, un homme l'attend. Un cadre de l'industrie musicale, allemand, discret, presque l'opposé d'Ike. Il s'appelle Erwin Bach. Et ce qui se passe entre eux, ce n'est pas un coup de foudre hollywoodien. C'est quelque chose de plus rare, une sécurité. Ils parlent. Ils rient. Ils se comprennent. Et surtout, Erwin ne cherche pas à la posséder. Tina, qui a passé une partie de sa vie à être contrôlée, découvre ce que ça fait d'être avec quelqu'un qui ne te prend pas, mais qui t'accompagne. Ils restent ensemble. Les années passent. Ils s'installent en Suisse. Tina cherche la discrétion, le calme, le droit d'être une personne normale. Elle vit près de Zurich, dans une commune où la célébrité n'ouvre pas toutes les portes, où les voisins te regardent d'abord comme une voisine. En 2013, elle épouse Erwin. Et là, le destin recommence ses coups. 3 semaines après le mariage, Tina fait un AVC. Elle ne marche plus correctement. Elle doit réapprendre à avancer, littéralement. C'est là que les rumeurs commencent, les murmures, les chuchotements, elle est finie. Elle ne reviendra jamais. Elle est plus malade qu'on le dit. Et pendant des années, Tina garde le silence. Elle se bat. Parce que c'est ce qu'elle sait faire.
Mais ce que le public ignore, c'est que la bataille ne se limite pas à la marche. Son corps accumule les cicatrices invisibles, hypertension, atteinte rénale, fatigue, traitement. En 2016, elle est touchée par un cancer intestinal. Et c'est là que l'histoire bascule vers quelque chose de beaucoup plus intime. Tina, qui a toujours voulu contrôler sa vie parce qu'on la lui a trop souvent arrachée, fait des choix. Elle hésite, elle cherche. Et pendant ce temps, ses reins lâchent. Insuffisance rénale. Dialyse. Une vie qui se réduit à des rendez-vous médicaux, des médicaments, des journées où l'énergie n'existe plus, où se lever du lit est déjà un effort. C'est ici que les rumeurs deviennent terribles. Parce que Tina ne se contente pas d'être malade, elle commence à envisager la fin. Et dans ce pays où elle vit, la possibilité de choisir son départ existe. Tina, épuisée, se prépare mentalement à l'idée qu'elle pourrait partir plutôt que de souffrir indéfiniment. Et c'est là qu'Ervin intervient. Là, il ne s'agit plus d'amour romantique. Il s'agit d'un geste concret. Brut. Presque impensable. Ervin Bach lui donne un rein. Une greffe, en 2017. Pensez à ce symbole, l'homme qu'il aime décide de la garder en vie avec une partie de lui-même. Et c'est précisément ici que le titre prend tout son sens. Parce que longtemps, certains ont insinué des choses horribles, il est avec elle pour l'argent. Pour la notoriété. Pour profiter. Pour l'héritage. Et ce que la réalité répond, sans discours, c'est serein. Quel homme donnerait une partie de son corps, juste pour profiter? C'est l'un des moments les plus forts de la vie de Tina Turner, elle porte littéralement une part de son mari en elle. Et c'est précisément ce que son mari finira par confirmer, même sans le dire de façon spectaculaire, oui, elle était plus fragile qu'on ne le croyait. Oui, elle souffrait plus qu'elle ne le montrait. Et oui, certaines mauvaises langues ont tourné autour d'elle comme si sa douleur était un spectacle. À partir de là, Tina se retire encore plus. Elle a connu les stades, les projecteurs, les voyages. Maintenant, elle veut le silence. Elle veut une matinée sans obligation. Elle veut regarder un lac et oublier le bruit. Elle n'a plus envie d'être Tina Turner à chaque minute. Elle veut parfois être Anna Mae. Et pendant que le public imagine une retraite paisible, la vie lui enlève encore ce qu'elle a de plus précieux. En juillet 2018, son fils Craig se suicide, à 59 ans. Imaginez ce choc. Tina, qui a survécu aux coups, aux humiliations, aux menaces, aux maladies, se retrouve face à une douleur qu'aucune scène ne peut transformer en triomphe. Elle disperse ses cendres dans l'océan, dans un geste à la fois intime et symbolique, rendre son enfant au monde, quand le monde le lui a repris. Et là, si vous avez déjà vécu un deuil, vous savez, à partir de ce moment, on ne redevient jamais tout à fait la même personne. Alors je vous le demande, sincèrement, quelle chanson de Tina Turner vous a déjà aidé dans un moment difficile? Dites-le en commentaire. Parce qu'il y a des chansons qui deviennent des épaules. Les années passent. La santé reste fragile. Les traitements continuent. Les effets secondaires existent. Tina parle parfois de fatigue, de médicaments, de limites. Et pourtant, elle garde cette dignité incroyable, elle ne veut pas être définie par la maladie. Elle veut être définie par la survie. En décembre 2022, un autre drame frappe, Ronnie, son fils avec Ike, meurt à son tour. 2 fils biologiques partis. Et c'est là qu'on comprend mieux ce que son mari a confirmé, même sans phrase choc, les dernières années de Tina n'étaient pas une simple retraite. C'était une succession de pertes et de douleurs, traversées avec une force silencieuse. Quand Tina Turner meurt le 24 mai 2023, on annonce qu'elle s'est éteinte paisiblement, après une longue maladie, chez elle, près de Zurich. Et Ervin, l'homme qui a passé des décennies à rester dans l'ombre, se retrouve face à un monde entier qui réclame des mots. Mais comment parler, quand on vient de perdre la personne qui t'a littéralement appris une autre façon d'aimer? C'est là que les rumeurs recommencent. Certains veulent savoir, comment allait-elle vraiment? Était-elle condamnée depuis longtemps? Pourquoi ne se montrait-elle plus? Était-elle prête à partir? Et ce que l'histoire montre, c'est que Tina était à la fois tout cela, et plus encore. Oui, elle était malade. Oui, elle avait peur parfois. Oui, elle avait envisagé le pire.
Mais elle avait aussi une forme de paix, construite à la dure. Parce que l'héritage le plus puissant de Tina Turner, ce n'est pas seulement une discographie. C'est un message, on peut être brisé et continuer. On peut être humilié et redevenir immense. On peut perdre tout ce qu'on croyait être, et renaître quand même. Et c'est là que l'histoire d'Irwin Bach prend une dimension particulière. Ce mari, que beaucoup voyaient comme un personnage secondaire, est en réalité le témoin final. Le gardien des derniers instants. Celui qui a vu Tina sans maquillage, sans perruque, sans scène. Celui qui a vu la légende devenir une femme fatiguée, mais pas vaincue. Et quand il laisse entendre que les dernières années étaient plus dures que ce que le monde pensait, il ne trahit pas Tina. Il la rend humaine. Parce qu'il y a une différence immense entre une icône qui meurt et une femme qui a combattu jusqu'au bout. Et c'est peut-être ça, la confirmation la plus importante, la rumeur d'une Tina affaiblie n'enlève rien à sa grandeur. Elle la multiplie. Vous imaginez la force qu'il faut pour survivre à une enfance d'abandon, à un mariage de terreur, à l'exil, aux humiliations, à la maladie, à la perte de 2 fils, et finir quand même par offrir au monde cette image, une reine debout? Si vous ressentez du respect pour ça, abonnez-vous. Parce qu'on a besoin de se rappeler que les légendes ne naissent pas dans le confort. Elles naissent dans la tempête. Mais il reste une question. Pourquoi, malgré tout, Tina n'a-t-elle jamais cessé de douter d'elle-même? Pourquoi cette femme, adulée, récompensée, imitée, a-t-elle souvent gardé au fond d'elle ce sentiment d'être pas assez? La réponse se trouve dans le tout début. Dans cette petite fille laissée derrière, 2 fois, 3 fois. Quand on grandit avec l'idée qu'on peut être abandonné, on passe sa vie à prouver. Sur scène, Tina prouve qu'elle existe. Dans les ventes, elle prouve qu'elle compte. Dans les tournées, elle prouve qu'elle mérite. Dans les costumes, elle prouve qu'elle est à la hauteur. Et même dans la maladie, elle prouve qu'elle ne lâchera pas. Mais à la fin, il arrive un moment où tu n'as plus envie de prouver. Tu as envie de respirer. C'est pour ça que la Suisse est devenue sa forteresse. Pas une forteresse contre le public, une forteresse contre l'usure. Maintenant, fermez les yeux 2 secondes. Imaginez Tina, dans cette maison, au bord du lac. Le monde loin. La musique parfois dans un coin de la tête. Les souvenirs qui arrivent par vagues, la petite fille du Tennessee, la jeune femme qui s'enfuit la nuit, la star qui renaît, la femme amoureuse qui reçoit un rein, la mère qui enterre ses fils, la légende qui s'éteint. Et vous comprenez peut-être le dernier secret, ce n'est pas la scène qui l'a sauvée. C'est le fait de ne pas abandonner. Jamais. Et si vous deviez garder une seule leçon de cette vie, ce serait peut-être celle-là, on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive. Mais on peut choisir de continuer. Alors dites-moi, en commentaire, si vous ne deviez garder qu'une chanson de Tina Turner pour le reste de votre vie, laquelle ce serait? Et si vous voulez qu'on continue à raconter ces destins, ces vies plus grandes que nature mais terriblement humaines, laissez un j'aime, abonnez-vous, et gardez cette énergie-là, celle qui refuse de s'éteindre.